Bonjour messieurs, de nouveau nous nous réunissons pour étudier un nouveau chapitre de la Constitution de la Ve République, plus exactement son préambule, qui a été amendé en 2004 par l'adjonction de la Charte sur l'environnement. Charte de l'environnement de 2004, introduite donc très récemment, et que notre ami Christian va nous faire l'honneur et le plaisir de nous détailler dès aujourd'hui. Je te laisse la parole, Christian. Merci Luc. Alors la charte de l'environnement, et comme tu viens de le dire, c'est un texte qui a valeur constitutionnelle. Il a été intégré dans le bloc de constitutionnalité, reconnaissant les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Cette charte, c'est l'aboutissement d'un projet qui a été initié et annoncé par Jacques Chirac et qui a été préparé par une commission présidée par M. Yves Coppens, commission composée d'un aéropage hétéroclite réunissant hauts fonctionnaires, présidents d'associations subventionnées et autres individualités dont il est inutile de faire l'énumération. Alors l'annonce par Jacques Chirac du projet de cette charte de l'environnement, elle a été faite dans un discours à Orléans, très exactement le 3 mai 2001, et il a ensuite été repris comme un engagement pendant sa campagne présidentielle de 2002. Le texte du projet de révision constitutionnelle a donc été préparé pendant 3 à 4 ans. Le projet, il a été remis en avril 2003. Une série de réunions publiques, dénommées réunions citoyennes, organisées dans toute la France, dans certaines régions de France, ont été censées recueillir l'avis de citoyens français, c'est-à-dire tout simplement des représentants d'associations subventionnées par l'État, avec pour objet diverses thématiques liées à la charte. Et on ne sait pas d'ailleurs du tout ce qu'il y avait avant, très exactement, cette charte, et qu'est-ce qui a été modifié par ces réunions pseudo-citoyennes, bref. Bref, le texte, il a été ensuite retravaillé par le gouvernement, c'est-à-dire qu'il a été finalisé par le gouvernement, et plus exactement par le cabinet du président de la République. Donc, il s'agit grosso modo, on va dire, de la charte de Jacques Chirac. Ce projet de loi, il a été approuvé par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, et donc par le Parlement, réuni en congrès à Versailles, comme l'article 89 de la Constitution de l'essai 58 le préconise. Ça s'est fait le 28 février 2005, et donc il a été entériné par 531 voix contre 23, entériné en tant que modification de la Constitution. Et ça a été promulgué par Jacques Chirac le 1er mars 2005. Voilà donc la chronologie de l'introduction de ce texte. Alors, bon, bref rappel chronologique qui me paraît important parce que on voit bien que tout de suite la charte d'environnement, elle se démarque des deux précédents textes qui avaient été annexés au bloc constitutionnel, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle de 1789, et le préambule de la Constitution de 46, se démarque de ces deux précédents textes, de ces deux textes-là, par le fait que la charte de l'environnement, c'est une création, on va dire, c'est une création ex nihilo, en temps réel, c'est-à-dire qui correspond aux besoins du moment, et apparemment sans aspiration politique proprement dite, ce qui n'est pas le cas de la DDHC et du préambule des 46, qui sont empreints d'idéologie politique. Alors ça pose, par ailleurs, on aura certainement l'occasion de le faire émerger lorsqu'on débattra sur les différents articles. Ça pose deux questions, enfin à mon sens, ça pose deux questions ouvertes. Alors, qu'on n'abordera pas, enfin que je souhaite qu'on n'aborde pas en tant que tel dans le cadre de l'étude qu'on va mener, mais qui
arriveront sans aucun doute sur le tapis à l'occasion de nos échanges critiques et qu'on verra s'il faut les indexer en tant que débat à venir. Alors, ces deux questions, c'est la question du rapport entre l'environnement et la politique. Deuxième question, le rapport entre l'environnement et l'écologie, le rapport entre la notion d'environnement et la notion d'écologie. Parce qu'on constate aujourd'hui que cette charte de l'environnement, en fait, elle sert de support à ce qu'on dénomme l'écologie politique. Or, ce n'est pas une charte de l'écologie. Bref, deux questions ouvertes qui ne sont pas, encore une fois, je le répète, à proprement parler l'objet de notre étude, mais qui vont certainement surgir, auxquelles il faudra bien noter que là, on fait surgir des débats peut-être ultérieurs. Alors, on notera également que cette idée de charte, là, on va situer l'introduction de cette charte dans le contexte politicien de l'époque. Cette idée de charte, elle est sortie du cerveau fécond de Jacques Chirac. Mais ce qui est intéressant, précisément à un moment où celui-ci, Jacques Chirac, était en panne sèche pour cause de cohabitation, et donc réduit à l'état de potiche de M. Jospin, et qu'il avait besoin d'un gadget médiatique pour essayer d'exister politiquement, d'exister un tant soit peu. Et donc on a donc vu à ce moment-là Chirac, le battleur tous azimuts, et le Chirac dénué de toute conviction profonde, qui est le Jacques Chirac qu'on connaît, qui s'est alors, tout d'un coup, découvert grand défenseur de l'environnement, autoproclamé grand défenseur de l'environnement devant l'Éternel et devant le monde entier. Pour ça, il s'est attaché, il a cru nécessaire, intéressant de s'attacher la caution scientifique d'un paléontologue, certes expert en paléontologie, M. Yves Coppens, qui est spécialiste de l'environnement de l'Australopithèque, c'est sûr, mais pas a priori connu pour être spécialiste de l'environnement de l'homme moderne. Bon, il aurait pu, disons, puisqu'il ne s'agit pas de la charte de l'environnement de Lucie, mais de la charte de l'environnement de l'homo industrialis actuel. Bref, cet attelage improbable, naquit ce texte que je considère comme étant un texte navrant, hein, qui se dénomme la charte de l'environnement et qui est censé guider le peuple français vers, et là on y est, vers un développement durable. Donc, cette charte de l'environnement, c'est une espèce de catalogue, une plaquette commerciale pour vendre un produit qui s'appelle le développement durable. Bon, évidemment, quand je dis tout ça, je vais naturellement m'efforcer de le démontrer, en tout cas d'apporter des arguments qui vont dans ce sens, et ces arguments, pour la plupart, mettront en évidence, alors là, on va bien revenir dans la méthodologie de notre analyse critique des différents textes constitutionnels, soit le manque de clarté des articles, soit le manque de précision des articles, alors on reviendra sur la différence entre clarté et précision, soit leur incohérence, interne ou externe, ou soit les trois critères réunis. Généralement, les trois critères sont réunis. Ce qui, au bout du compte, et une fois encore pour un texte constitutionnel, va m'amener à la conclusion que ça ouvre la porte toute grande ouverte à l'arbitraire du pouvoir en place, par la faculté qui lui donne d'interpréter tel ou tel article dans le sens qui lui convient au moment voulu. Bon, alors on va donc commencer par le commencement, c'est-à-dire par non pas le premier article, mais par la première partie de cette charte. La première partie de cette charte qui est composée de 7 considérations. 7 considérations qui introduisent 10 articles. Alors, des articles énonçant de façon plus, je dirais, factuelle, plus institutionnelle, une règle, soi-disant constitutionnelle. Alors, ces 7 considérations préliminaires, apparemment, sont là pour fonctionner comme un préambule, un peu à l'image du préambule de la Déclaration des droits de l'homme, ou du préambule de la Constitution de 46, ou même du préambule de la Constitution de 58. Préambule qui est censé poser le cadre des règles d'application qui vont suivre. Il y a toutefois une petite différence,
par le fait que ces considérations ne sont pas, au contraire de ce qui est écrit dans les préambules de la C58, de la Constitution de 46 et de la DDHC, ne sont pas des déclarations de principes, alors des principes politiques, des principes éthiques, des principes religieux, des principes sociaux, mais ce sont des affirmations d'obédience scientifique, qui ne sont pas démontrées mais affirmées, et qu'on veut nous faire considérer comme étant irréfutables, à tel point qu'elles sont d'ailleurs présentées comme émanant rien moins que du peuple français. Alors, ce premier point, préliminaire, mais à mon avis déterminant, mérite qu'on s'y arrête un instant. Voyons ce qu'écrit le préambule de la Charte de l'environnement. Il écrit « Le peuple français, considérant que », et il va énoncer 7 considérations, proclame, et il va proclamer 10 articles. Et donc ça reprend la structure, finalement, de la DDHC, de la C58 et de la C46, mais à cette différence près, je viens de dire que les considérations liminaires sont de nature scientifique, comme si, par exemple, on disait « Le peuple français, considérant que le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la somme des carrés des côtés droit, proclame. » Bon, déjà, cette première constatation montre que ça n'a aucun sens d'un point de vue juridique. En tout cas, aucun sens, je ne sais pas, mais c'est une grande nouveauté dans la rédaction législative. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est du droit, ça? Si on annonce une règle arithmétique et qu'ensuite on en tire des conclusions politiques, est-ce que c'est du droit? Est-ce que ce genre de texte peut avoir une valeur en droit? Je reviens dans une question d'ailleurs qui n'a jamais été posée et que je pose, je me permets de poser, concernant la Charte de l'environnement. Deuxième objection. En disant le peuple français considérant que, le texte suppose que le peuple français s'est clairement prononcé sur les 7 affirmations péremptoires s'il en est, on va la voir, qui suivent. Bon, ce qui est totalement faux. Le peuple français s'est absolument pas prononcé quand la Charte de l'environnement affirme que le peuple français est d'accord sur le carré d'hypoténuse. Nous n'en avons aucune preuve. A contrario, justement, de la formulation de la DDHC, de la C58 et de la C46 qui énoncent des options philosophico-politiques apparemment confirmées par les faits historiques. La DDHC dit par exemple « Les représentants du peuple français, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption du gouvernement, ont résolu d'exposer. » Bon, ça veut dire que ils ont constaté que les révoltes qu'il y a eu, ce sont des manifestations de cette lutte contre l'ignorance, oublie le mépris des droits de l'homme. Rien à voir avec le carré d'hypoténuse. La C58, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme, au principe de la souveraineté nationale. Bon, là encore, c'est une option politique qui est effectivement constatée dans les faits historiques. Pareil pour la C46. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader les personnes humaines, le peuple français, voilà. Bon. Donc on voit bien qu'il y a une différence de forme très importante, une différence de forme qui est en fait une différence de fond, dans la justification qu'on va donner des 10 articles qui sont des règles énoncées en vertu de certains principes qui sont en fait des espèces de lois physiques. Alors, je vais, avant de prendre un par un, mais sans doute, je ne sais pas, peut-être qu'on va s'arrêter au premier, mais ça, on va voir. Bon, je vais lire quand même dans la continuité, parce que c'est intéressant, les 7 considérations. Le peuple français considérant, premièrement, que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité. Deuxièmement,
que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel. Troisièmement, que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains. Quatrièmement, que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution. Cinquièmement, que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou modes de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles. Sixièmement, que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation. Et septième considération, afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. Alors, on va entrer dans le vif de la polémique avec la première considération. Et je vous propose de nous arrêter, enfin pas de nous arrêter, je veux dire d'échanger après la première considération et pas de faire les 7. Voilà. Bon. Alors, la première considération, le peuple français, considérant que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité. On ne sait pas par où commencer pour commenter une telle phrase. En fait, tous les mots de cette phrase, à mon sens, posent problème. Le mot conditionné, qui me semble être déterminant dans cette phrase, on cherche à déterminer quelle est la condition. Alors, conditionné, est-ce que c'est conditionné dans une certaine mesure ou conditionné de façon binaire, on-off, hein, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas, il n'y aurait pas. Bon. Donc déjà on ne sait pas cette condition, si c'est une condition nécessaire, suffisante, une condition déterminante ou simplement aider à. Donc là on va mettre une pénalité pour incertitude, pour imprécision, pardon. Et il s'agit d'affirmer les conditions de l'émergence, c'est-à-dire qu'est-ce qui a conditionné l'émergence. Et alors qu'on puisse affirmer qu'on sait exactement ce qui a conditionné l'émergence, c'est tout à fait péremptoire et une prétention. Voilà. Alors une prétention en fait qui confine à l'arbitraire. C'est une affirmation arbitraire. Ensuite, on nous parle des ressources et des équilibres naturels. Alors évidemment, il faut prendre l'adjectif naturel comme impactant les deux substantifs, les ressources naturelles et les équilibres naturels. Alors, les ressources naturelles, on ne nous dit pas s'il s'agit des ressources naturelles renouvelables ou des ressources naturelles finies. Bon. Or, l'émergence de l'humanité a-t-elle été conditionnée par l'existence des ressources finies, qui sont les ressources, en fait, qui sont utilisées par la société actuelle, ou si c'est conditionné par les ressources renouvelables? Cette absence de distinction fondamentale pour l'écologie entre les ressources renouvelables et non renouvelables, c'est-à-dire en fait la survie de l'humanité ou de l'humanité technologique, c'est-à-dire qu'une humanité qui n'utilise que les ressources renouvelables, c'est pas pareil qu'une humanité qui n'utilise que les ressources finies, donc c'est absolument pas pointé. Donc, puisqu'on nous parle d'emblée d'un conditionnement, c'est-à-dire d'une équivalence entre l'émergence, attention, hein, c'est pas l'existence, c'est aujourd'hui l'existence, hein, c'est 2,5 milliards d'années après, il y a l'existence de l'humanité. Mais là, on nous parle il y a 2,5 milliards d'années, il y a 2,5 millions d'années, pardon, il y a 2,5 millions d'années, il y a une émergence de l'humanité, et ça, on sait d'où ça vient. Bon, voilà, donc c'est absurde. Ensuite, les équilibres naturels, on ne sait pas ce que c'est. Cette phrase nous parle des équilibres naturels sans nous préciser de quoi il s'agit.
dernier mot qui pose problème, c'est le mot humanité. Parce que si on considère que les ressources naturelles et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité, elles ont conditionné peut-être tout simplement la vie sur Terre. C'est-à-dire la vie de l'humanité, c'est-à-dire les hommes, la vie des animaux, la vie des plantes. Donc on est, je dirais, sur un discours anthropocentré, absolument insupportable, à savoir que on veut parler d'environnement et on ne parle que de l'homme. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur la première considération et qui d'ailleurs ne fait que ouvrir des questions qui restent en suspens dans cette affirmation où tous les mots manquent de précision et donc on ne sait pas finalement quelle conclusion tirer de cette première considération. Voilà, je vous propose d'échanger sur ce premier point. Sachant qu'il ne s'agit pas d'un article juridique qui doit s'appliquer, qui doit être compatible avec des règles d'application, c'est-à-dire des lois ordinaires. Il s'agit des principes qui ont présidé à l'établissement des 10 articles qui suivent. Merci Christian de cette première analyse, je dirais, du contexte et du premier alinéa proposé dans l'introduction de cette charte. Jean-Charles, est-ce que tu veux prendre la parole, s'il te plaît? Eh bien, merci Christian de cette introduction d'exposé et cet exposé qui est suivi. Donc, cet exposé, disons, en vrac de toutes tes impressions. Voilà. Alors donc, moi, je pense, malgré tout, que bien que j'adhère à la considération à penser, après avoir lu rapidement cette charte de l'environnement, que elle a pas mal de défauts, et en particulier le premier adjectif qui m'est venu, c'est en lisant les articles que nous n'avons pas abordés encore, et scolaire. Voilà, c'est l'adjectif que je retiens, c'est-à-dire que c'est pas très profond, très approfondi, les investigations, enfin les objectifs ne sont pas très bien décrits ou suffisamment pris de façon dans toutes leurs conséquences, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu scolaire de mon point de vue. Mais bon, je vais m'attacher donc à reprendre un petit peu dans le sens où tu l'as exposé. Donc merci de nous avoir éclairé sur le processus de rédaction, le petit historique et la contextualisation par rapport à Chirac. Je constate qu'il y a 528 voix qui ont voté pour et 23 contre. Donc moi, j'aurais bien aimé être dans la tête de ceux qui ont voté contre. Peut-être était-ce difficile, ou peut-être ont-ils fait à l'époque le travail que nous sommes en train de faire pour être amenés à remettre en question cette charte. Voilà. À un moment donné, tu dis que c'était une création ex nihilo, mais enfin, j'ai envie de dire que tout est écrit à partir du moment où, enfin voilà, c'est toujours un peu créé ex nihilo. En tout cas, il y a un parcours. Là, tu nous as dit que le parcours était de 4 ans. Le parcours de la DDH ou de la Constituante, c'est un parcours qui remonte sans doute à toute la période des Lumières. Peut-être qu'il a quelques dizaines d'années. Ex nihilo, je ne sais pas. Mais en tout cas, mais ce qui m'a interpellé, c'est que tu dis que qu'il n'y a pas d'idéologie politique dans cet écrit, alors que le reste de la Constitution serait inspiré de façon politique. Hein, je me trompe pas, j'ai pas inversé ton propos. Hein. Je pense que la Constitution,
c'est une affaire politique et tous les écrits, tout le reste, le préambule, la Constitution, etc., c'est de la politique, mais avec un grand P. C'est voilà. Donc pour moi, c'est tout le contraire. Et la charte de l'environnement se voudrait au contraire, enfin, elle aurait dû être justement avec un geste non politique, puisque c'est censé se baser sur des considérations scientifiques, environnementales, de santé humaine, enfin bon, etc. Enfin, toutes ces choses qui sont censées être un petit peu plus objectives du fait de leur essence scientifique. Voilà, donc là, je comprends pas trop la version que tu as voulu imprimer à ton discours à cet endroit-là. Donc ensuite, nous serons friands d'aborder les deux questions environnement, rapport entre l'environnement et la politique, rapport entre l'environnement et l'écologie. On va en parler. Coppens, je vous ai dit dernièrement ce que j'en pensais, bien que je ne sois pas un spécialiste de Coppens, mais au vu de sa réalisation, l'Odyssée de l'espèce, disons qu'il a une façon un petit peu dirigée et orientée sur le profil de ce qu'est l'humanité, et en particulier le fait que dans son film, je le dis ici parce que j'aurais peut-être pas l'occasion de le dire ailleurs, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête à chaque fois que j'y pense, que le stade évolué de l'humanité, c'était des blonds aux yeux bleus, quoi. Donc quand vous regardez bien le film, ça se passe comme ça, c'est à la fin du film, voilà, les super sapiens sont des blonds aux yeux bleus. Donc voilà, ce monsieur Coppens étant la caution intellectuelle et scientifique de cette charte, ce personnage lui-même n'est pas à l'abri de gestes politiques pour le moins partisans, voilà, et orientés. Voilà. Ensuite, est-ce du droit, ce qui est écrit, la méthode. Alors, Christian, tu dis que voilà, le fait qu'on se base sur des postulats qui se réclament de la science briserait la perspective que la suite, la proclamation qui suit, ne serait plus du droit, et ton argumentaire que de comparer le procédé que d'établir des constatations issues de révoltes, de mouvements sociaux, etc. Donc, tu habilites à travers tes exemples la Constitution et ensuite le préambule, etc. Et la chose qui habiliterait donc les proclamations serait basée sur ces gestes de révolte et ces constats sociaux, etc. Moi, rien ne me gêne que de substituer la génération d'idées de proclamations à travers des mouvements sociaux, des constatations sociales, etc., de les substituer par des articles de science qui sont censés être un petit peu plus certains au niveau des objectivités afférentes. Donc non, moi ça ne me gêne pas du tout que de changer de procédé, et on peut tout à fait, dans le cadre de l'objectif environnemental, changer la façon d'entamer cette démarche de proclamation. Donc moi, pour moi, ça ne me gêne absolument pas de dire que le carré de l'hypoténuse étant ce qu'il est, eh bien on peut en proclamer quelque chose. Enfin, quoique là, l'idée ne me vient pas, mais disons que c'est pas une démarche qui me hérisse le poil du tout. Ensuite, voilà. Ensuite, bon, effectivement, on voit que le mot renouvelable. Alors oui, je vais rentrer donc maintenant dans la discussion sur cette première ligne. Moi, je pense que trop de critiques tue la critique. Je pense que on ne peut pas mettre dans chacun des mots. Alors, je reprends les mots que tu as contestés. Hop, où est ma souris? Ah, pardon. Voilà, je réaffiche le texte devant moi. Enfin, tu contestes. Enfin, tu
tu commentes l'utilisation du mot ressources, le mot équilibre naturel, le conditionnement, l'émergence de l'humanité, etc. On peut pas non plus mettre une définition de dictionnaire sous-jacente à chacun des mots qu'on utilise. C'est quand même assez difficile. Il y a quand même un effort de faire une rédaction à peu près succincte et malgré tout compréhensible. Et puis là, je comprends à peu près tout. Là où je suis d'accord avec bon, effectivement, on aurait pu peut-être faire une petite chose autour du renouvelable. Je viens de regarder que le mot renouvelable n'est pas du tout dans cette convention. Donc, est-ce que le mot renouvelable enfin, la notion de renouvelable est traitée d'une autre façon dans le cœur de la rédaction? Je ne sais pas. À un moment donné, il parle de développement durable, mais bon, voilà. Et là, la critique que je retiens sur cette première ligne, est la seule, parce que le reste me convient tout à fait, c'est le fait que cet article est anthropocentré. Tu as bien raison. On pourrait quand même faire un petit détour en parlant du monde vivant, tout simplement. Effectivement, les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence du monde vivant et notamment de l'humanité. Enfin, voilà, faire un petit détour par enfin, ne pas être anthropocentré à tout craint. Voilà, et dire que l'homme, faire acte de modestie, que l'homme fait partie d'un système global qui est la Terre. Le mot de conditionner, enfin bon, là, moi, je vais m'arrêter là, parce qu'on est un petit peu long dans le détail. Mais franchement, trop de critiques, je pense, tue la critique, parce que j'ai beau lire tous les sept considérations, moi, je les comprends toutes. C'est la suite. Ce sont les proclamations et les articles qui me posent problème. Mais autrement, les considérations, sans doute y a-t-il des oublis. À une première lecture, souvent on lit ce qui nous vient et on ne voit pas forcément ce qu'il manque. Donc, je me réserve à critiquer ces considérations à condition que je trouve et que après les relectures, ce qui n'est pas cité, ce qui n'est pas dit, donc je me réserve là-dessus. Mais autrement, chacun des articles me conviennent, et là je vais plus loin que ceux dont enfin j'ai été missionné pour commenter seulement cette première ligne. Donc je m'arrête là. Merci Jean-Charles. Eh bien, je vais donc prendre mon tour. Donc pour remercier Christian d'avoir bien contextualisé, je pense que c'est effectivement très important de contextualiser toujours, si possible, son propos. Et là, cette contextualisation de la rédaction de cette introduction à cette partie du préambule était tout à fait utile et pertinente. D'ailleurs, ça permet de faire un petit détour liminaire, de constater que cette question, ce gadget des conventions citoyennes et autres commissions citoyennes ont été utilisés et sont des outils avérés au service de l'oligarchie au pouvoir, puisque même Chirac, en son temps, s'en était déjà inspiré. Et j'invite donc les démocrates, même si ce n'est pas le sujet, les véritables démocrates, à se départir de cette tendance à vouloir mettre des commissions partout. On voit bien que c'est un outil prouvé comme étant au service de l'oligarchie en place. Alors, venons-en justement à cette partie politique. Au-delà de peut-être des aspects conjoncturels pour Chirac qui devaient exister, je pense qu'il y a quand même une volonté réelle politique. On ne fait pas ce genre de choses, un changement constitutionnel pour rien. Et je crois qu'il faut trouver cette motivation dans le dernier alinéa, justement, et la façon dont il débute. Qu'afin d'assurer un développement durable. Voilà. La vraie motivation, elle est là. Les choix, nanana. Tout ce qu'il y a avant ne fait que essayer de justifier ça. Mais le but, c'est
Les mots-clés, ce sont développement durable. Et dans ce couple, c'est le mot développement qui est important. C'est-à-dire que l'objet de cette chose, c'est de continuer la croissance éternellement, de réussir à faire en sorte que ce système qui se heurte aux limites physiques de notre planète continue malgré tout d'exister. C'est ça la fonction politique fondamentale de ce texte. Et ça, je pense que c'est important de le voir et de l'identifier. Hein. Je pense que ça, c'est le point, je dirais, le plus important, me semble-t-il, dans cette partie, même si nous n'avons pas été jusqu'au dernier alinéa, mais je pense qu'il faut le dire assez rapidement. D'ailleurs, ça montre bien, c'est très d'ailleurs pertinent que ce soit Christian qui ait pris en charge l'analyse de cette partie, puisque nous le savons tous, c'est un adepte de la décroissance et donc tout à fait en phase avec toutes ces dimensions environnementales. Après, ce que tu nous dis, Christian, et là je serais forcément plus en désaccord, enfin, voilà, on va revoir des choses récurrentes, c'est-à-dire que ça veut s'appuyer sur la science, c'est censé s'appuyer sur des données scientifiques, sur des données fortes, je dirais. Et du coup, tu t'interroges pour dire, est-ce du droit? Eh bien, ce n'est pas du droit purement positif, justement. Là, de nouveau, on se reconfronte. C'est-à-dire que, oui, le droit positif qui peut faire tout ce qu'il veut, qui a la liberté totale d'écrire tout ce qu'il veut, d'écrire le droit indépendamment de toute considération environnementale, contextuelle, physique, etc. Oui, ça montre, je dirais, ça illustre justement que ce droit purement positif n'existe pas et ne peut pas exister et qui repose forcément sur des principes qui sont ceux de notre réalité. Dès lors, est-ce que c'est vraiment du droit? Oui, c'est du droit. On peut s'appuyer sur la science. On doit même le faire dès que possible. Cette notion justement de droit naturel qui s'oppose à droit positif, c'est une tentative d'essayer de trouver des éléments scientifiques et philosophiques, c'est-à-dire la raison, c'est-à-dire tout ce qui est issu justement des Lumières, d'essayer de poser des briques solides sur lesquelles bâtir les sociétés. C'est même tout à fait fondamental. Et se priver de cela, c'est, je dirais, dire soit faire tout ce que l'on peut faire indépendamment de la réalité, c'est que du droit positif, ou s'en remettre à un droit qui serait d'origine divine. Donc là, je souscris à ce que dit Jean-Charles. Oui, effectivement, il faut, et c'est important, si on peut s'appuyer sur le carré de l'hypoténuse, effectivement, eh bien faisons-le si ça nous est utile pour construire, bâtir, fonder nos sociétés. Je terminerai sur Yves Coppens, là, sur cette phrase précisément que tu as citée. Moi, je suis assez d'accord avec Christian. Hein. Franchement, il n'y a aucun des mots là-dedans qui me va, quoi. Aucun des mots. Franchement, ressources déjà. Non seulement c'est anthropocentré, mais rien ne fonctionne comme ça, quoi. C'est équilibre naturel. Les équilibres, ils changent sans cesse. Le fait de voir des choses comme des ressources, c'est une vision, ça ne fait pas émerger l'humanité. Là, on voit bien qu'on a l'influence d'Yves Coppens, qui est donc un paléontologue et anthropologue, mais qui d'ailleurs a été, dont les thèses ont été contredites assez récemment par les dernières recherches dans ce domaine. Donc, bon, ça relativise aussi ça. Voilà, pour ce qui me concerne. Christian, peut-être pour une conclusion? Oui, quelques réactions par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Très rapidement, à propos de... Quand je dis il n'y a pas d'idéologie politique, Chirac n'a pas voulu mettre d'idéologie politique dans cette charte, et que Jean-Charles dit mais il y en a. Bon, on va pas y passer. Non, moi je considère qu'il n'y a pas
Justement, il a voulu ne pas mettre d'idéologie politique dans cette charte, et à aucun moment il y a des déclarations de principe, comme on peut le voir dans la DDHC ou autre, disant l'éthique des peuples, c'est ça. Voilà. Bon, bref. Alors, ensuite, la question très intéressante, est-ce du droit ou pas? Oui, alors tu as bien fait, Luc, de parler du droit naturel, parce que c'est ça, en fait, la question. Le droit positif, et tu sais que, bon, je suis partisan du droit positif, oui, ceux qui sont partisans comme moi du droit positif pensent sont d'avis que l'homme peut écrire ce qu'il veut, en termes de règles coercitives. Il écrit ce qu'il veut. C'est ça le principe du droit. Alors, disons, les gens comme moi pensent que le droit, c'est ça. Après, c'est autre chose. Alors, le droit qui est borné, limité par l'énoncé d'un certain nombre de principes qu'on va appeler des principes de droit naturel, et qui là sont pas des principes de droit naturel, mais sont des principes scientifiques. Bon, on est dans l'autre conception du droit, c'est-à-dire un droit qui est encadré, qui est limité, qui est borné par des réalités, enfin, disons par des obligations principielles. Bon. Donc, on a d'autres moments où on débat là-dessus, mais effectivement, cette charte de l'environnement relance cette dichotomie, à cette différence près que ces principes naturels sont pas des principes naturels, sont des principes scientifiques, et s'appuyer sur le carré d'hypoténuse, pourquoi pas, mais là c'est pas le carré d'hypoténuse, c'est-à-dire c'est des trucs scientifiques qui sont pas prouvés. Alors donc, pour moi, il y a deux problèmes. C'est un, on est dans un droit qui n'est pas un droit positif, qui est un droit dominé par des principes qui s'imposent comme ça, de façon, hein, et des principes qui sont annoncés comme étant scientifiques, alors qu'ils ne sont pas prouvés. Donc, pour moi, il y a deux problèmes. À l'observation de Jean-Charles disant trop de critiques tue la critique. Alors, la critique que je fais de la considération 1 et les critiques que je vais faire des considérations suivantes, et alors là je suis d'accord avec Luc, ces 6 considérations n'ont qu'un objectif, c'est d'arriver à la 7e, où on parle de développement durable pour vendre le développement durable. Mais bon, c'est bien aussi de les prendre par un. Bon, ce sont des critiques qui ne sont pas des critiques pour le plaisir. Voilà, tiens à le préciser. Alors, si on veut résumer en un mot la critique que je fais, si je veux résumer en un mot la critique que je fais de l'article 1, je dirais que c'est un article qui énonce un espèce de truisme vague et qui n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt d'entendre cette phrase. Voilà, bon. Alors, c'est-à-dire que ces considérations, c'est nous partons du principe que, bon, alors que ce soit un principe qui soit vraiment indubitable. Or, celui-là, eh bien, c'est un principe qui est tellement vague et sans intérêt que c'est une malhonnêteté intellectuelle déjà de dire qu'on va s'appuyer dessus. Développement durable, donc j'en ai parlé. Donc voilà. D'accord. Jean-Charles voudrait répondre. Oui. Franchement, j'ai du mal à comprendre. Où est-ce que cette première ligne n'est pas prouvée que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité. On est bien d'accord, c'est anthropocentré, on peut trouver à critiquer ce point-là. Mais Luc, par exemple, dit oui, les équilibres naturels, mais les équilibres naturels, ça change. Bah oui, mais cette phrase ne dit pas que les équilibres naturels ne changeront pas, n'ont jamais changé ou quoi que ce soit. Elle cite qu'il y a des équilibres naturels, ne serait-ce qu'à un instant T. Donc, je vois pas pourquoi on va critiquer le fait de faire référence à des équilibres naturels. Donc, encore une fois, trop de critiques. Trop de critiques tue la critique. Ensuite, Luc parle des ressources. Donc, effectivement, j'aurais une réserve sur le fait de commencer les considérations d'introduction à cette charte, commence par le mot ressources. Donc, politiquement, oui, on peut contester ce fait. Mais quand même, les ressources,
quand on va chercher du bois dans la forêt, c'est des ressources. Lorsqu'on va prendre de l'eau à la rivière ou au puits, c'est des ressources, etc. Nous sommes qu'on le veuille ou pas, nous, humanité ou même monde vivant, un système où des choses rentrent et des choses sortent, hein, et donc il y a des ressources, il y a des déchets, enfin voilà, on est dans la charte d'environnement, donc c'est quand même difficile de nier le mot, l'utilisation du mot ressources. J'agrée effectivement la constatation, la première constatation autour de l'affaire de afin d'assurer le développement durable. Donc, il y a effectivement des critiques politiques ou à lire entre les lignes de certaines choses, mais aller chercher et contester chaque mot parce qu'on a envie de contester, je ne pense pas que ça soit une position constructive pour aborder ce texte qui, encore une fois, sur les 6 ou 7 petits alinéas de considération, même si c'est pas de la mathématique, ça reste quand même des constatations que chacun peut plus ou moins faire et qui sont peu contestables. Encore une fois, toutes les affaires, l'origine anthropique du réchauffement climatique, etc., ils n'en parlent pas. Ce sont des notions qui sont effectivement contestables et qui ne sont pas prouvées. Voilà, je suis assez en désaccord avec l'angle et le biais que vous prenez à vouloir critiquer chacun des mots qui sont là. Voilà, je vais m'arrêter là, mais enfin vous avez compris ce que j'en pense. Oui, bon, je pense que c'est peut-être pas la peine que l'on débatte 50 ans sur cette partie. Effectivement, enfin, le fait, là on parle normalement de l'environnement au sens global. Et je pense effectivement de le voir comme simplement ressource, donc d'un point de vue, d'un biais humanitaire, anthropocentré. C'est un biais qui est un problème fondamental, si tu veux. Non, mais j'en suis d'accord, hein, je viens de le redire. De l'environnement. Donc, comment ne pas ne pas le noter, ne pas le souligner. Enfin, moi, parce qu'on parle, tu sais, maintenant, les êtres humains, ce sont plus des êtres humains, ce sont des ressources. Les gens, on n'est plus dirigé par des directions du personnel, donc des personnes, mais par des ressources humaines. C'est-à-dire, les gens sont tournés comme étant vu que tout n'est qu'une ressource. Tu vois ce que je veux dire ? C'est aussi un regard sur la vie. Je pense, le fait, par exemple, tu cites le fait que tout est ressources, etc. Je ne pense pas que les animistes, par exemple, que les peuples australiens, notamment, qui ont... comment ils s'appellent, les peuples australiens qui ont peuplé l'Australie au départ, qui avaient une relation avec leur environnement très fusionnel, si tu veux. Ils n'avaient absolument pas cette notion, cette vision de ressources, si tu veux. Le mot en lui-même est vraiment problématique, si tu veux. Je pense qu'on en arrive là, justement, par ces glissements, au fait de dire c'est développement, tu vois. Et du coup, le mot développement, c'est-à-dire qu'il faut toujours que ça croisse, que ça prolifère. Non, mais je n'ai pas éludé, excuse-moi, je n'ai pas éludé la critique politique qu'on a tirée, effectivement, du développement, enfin, de ton insiste sur le développement durable. J'ai bien dit les choses, mais je suis désolé, les aborigènes, lorsqu'ils trouvent de l'eau, ils sont bien contents, ils la considèrent sûrement comme une ressource. Arrête d'avoir ton œil de personnes, comment dire, occidentales sur, je pense, et te mettre à la place et dans le cerveau d'un aborigène. Je suis désolé, lorsqu'il trouve de la nourriture, il est bien content de la trouver et donc il la considère certainement lorsqu'il la mange et qu'il la boit comme une ressource. Faut pas faire trop intellectualiser un petit peu trop les choses. Voilà, il faut prendre les choses telles qu'elles sont.
Donc, je suis d'accord pour critiquer effectivement le fait que le mot ressources soit en premier, le fait qu'il y ait ton affaire de développement durable, et c'est très juste, et je suis d'accord sur ces critiques, mais il faut pas s'exercer à critiquer chacun des mots les uns après les autres d'une façon trop incisive, quoi. Voilà. Juste pour avant de passer la parole à Christian, sur ces trucs, moi, tu sais, les aborigènes d'Australie, je les connais pas plus que ça. Hein, donc, je ne fais que répéter tel un perroquet ce que j'ai entendu à droite à gauche. Hein, et donc, je m'appuie sur d'autres sachants. Bon, après, peut-être que j'ai tort, hein, c'est possible. Pour autant, je t'invite à revoir l'émission qui a été consacré sur le sacrifice dans le cercle du renouvellement spirituel, qui montre que justement le sacrifice, et notamment les animistes, et c'est quand même parmi les premiers courants spirituels, justement, étaient dans cette comment dire, dans ce pardon, hein, je veux le dire comme ça, vis-à-vis de la nature, de lui prélever des êtres vivants. Il y avait réellement cet aspect-là, et le sacrifice était aussi dans cette dimension. Donc, on le voit dans Avatar, par exemple. Il y a une scène dans Avatar où je sais pas. On s'excuse, une Navi, elle est bleue, donc s'excuse d'avoir tué une bête de la forêt. Voilà, il y a une scène. Alors, non, mais d'accord, mais je suis pas d'accord. On peut tout à fait penser qu'il y a une espèce de philosophie où le prélèvement est limité, respectueux, etc. Mais bon, malgré tout, je suis désolé, mais nos ancêtres, si on doit s'y référer, ont consommé ce qu'ils avaient à consommer pour se survivre, et voilà. Et donc, encore une fois, les ressources ne sont pas, c'est pas un gros mot. Voilà. Bon, je vais te laisser la parole à Christian, excuse-moi. Allez, vas-y, Christian. Oui, il y a deux petites choses. Lorsque Jean-Charles nous dit pourquoi vous critiquez comme ça l'article 1, hein, bon, vous faites des critiques pour la critique, et puis moi j'ai lu les 6 articles suivants, ça me paraît incontestable. Alors là, attends. Aujourd'hui, on n'a parlé que de l'article 1, qui pour moi me paraît le moins incontestable, et je veux bien d'ailleurs rectifier ma critique en disant qu'il est pas avéré, en disant qu'il est strictement sans intérêt. Bon, mais alors et là c'est pas l'objet pour l'instant d'en parler, c'est que les articles qui suivent sont loin d'être comme tu le dis absolument évident et incontestable. La preuve, on va en parler et on va bien voir. Bon. L'article, la troisième ligne, effectivement, le troisième, effectivement, peut-être. Non, mais le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, hein. Bon. On verra ça. Non, mais on verra ça. Messieurs, je vous interromps parce que nous sommes déjà à près d'1 heure et nous parlons de choses que nous n'avons pas encore présentées. Donc, je vous suggère, puisque. De laisser un dernier mot à Jean-Charles, à Jean, comment il s'appelle, Christian, et puis on en restera là parce qu'il faut qu'on analyse les autres. Je n'engage pas le débat, je dis simplement que affirmer comme ça que les articles qui suivent sont incontestables, bon, on verra. Effectivement, comme dit Luc, on a vu. Bon, moi je dis qu'ils sont contestables. Le premier, je veux bien rectifier en disant qu'il est sans intérêt, parce que on parle au minimum sans intérêt et au mieux sans intérêt, au pire faux. Parce que n'oublions pas qu'on parle de l'émergence. Là, j'entends parler de l'Australopithèque qui va chercher du bois. Non, on parle de l'émergence. L'émergence, et qui sait d'où vient l'émergence de l'humanité, c'est-à-dire de l'homme? Qui sait? Personne. L'émergence. Ils sont pas censés y répondre dans cet article. Ils disent que les ressources, etc., ont participé. On n'emploie pas le mot. Il dit l'émergence de l'humanité, c'est-à-dire l'émergence de l'homme. Oui. Ça a été conditionné par ça. Mais personne n'en sait rien. Bon. Donc,
Mais peut-être que la Terre et le cosmos n'y sont pour rien et qu'on n'existe pas. Personne n'en sait rien. Donc, voilà. donc s'appuyer sur une considération que le peuple français est censé valider dans son intégralité, que l'émergence, le fait que l'humanité est apparue, l'homo, le genre homo est apparu, c'est conditionné par ça. Bon. Ouais, par le Big Bang. C'est au mieux, disons, c'est au pire faux. Non. Et au mieux, si c'est vrai, ça nous intéresse. Ça veut dire c'est comme si l'émergence de l'homme est conditionnée par l'existence du cosmos. Oui, bon, ben, tu peux dire ce que tu veux. Ah, bah voilà, ouais. Ça, soit ça n'a aucun intérêt de dire un truc comme ça, soit on affirme un truc qu'on sait pas. Voilà. Voilà ma position. Ça sera le mot de la fin pour aujourd'hui, je suggère. Puisque nous avons encore d'autres alinéas. Moi qui pensais dire on va aller plus rapidement sur cette charte de l'environnement, mais en fait non, finalement. Non, mais il y a beaucoup à dire. Merci messieurs et à la prochaine fois.